Bonjour, aujourd'hui je m'attaque à quelque chose de difficile. Je vais parler de ce que certains appellent les réactions de Maillard. Alors je suis fautif, je présente des excuses. L'histoire est venue de la façon suivante. J'ai découvert dans les années 1980, au début des années 80, qu'il y avait un chimiste à Nancy, Louis-Camille Maillard, qui a travaillé dans les années 1910 et puis enfin un peu plus tard. Et il avait étudié le brunissement des aliments. Et je me suis aperçu qu'à Nancy, il n'y avait pas de rue Maillard, de place Maillard, de boulevard Maillard. Alors il y avait une place Stanislas, ça on la connaît bien, c'est le centre de Nancy. Il y avait des tas de choses, mais pour la chimie, rien. Alors, Nancy est une ville où il y a eu beaucoup de chimie. Euh, et, et il ne me semblait pas juste que Maillard ait été oublié. Alors, j'ai donc milité en disant, Maillard a étudié cette réaction chimique très importante, c'est un bienfaiteur de l'humanité, il faut lui faire une rue, enfin, bref, alors je suis très excessif, donc j'ai même été jusqu'à demander au maire de Nancy de débaptiser la place Stanislas pour l'appeler place Maillard, c'était évidemment une blague. Et puis, comme je suis très animé, habité par la chimie, je suis arrivé à ce que le monde entier parle des réactions de Maillard, alors que c'est pas Maillard qui les a découverts, et c'est pas Maillard qui en a découvert les mécanismes. Et aujourd'hui, je rencontre même des gens qui m'expliquent, quand ils ne me connaissent pas, qui m'expliquent les réactions de Maillard, ce qui est ahurissant, qui m'expliquent que ça a lieu à haute température et pas à basse température, ce qui n'est pas vrai. Enfin bref, je vois des tas de choses, alors même que les instances de chimie internationale, ce qu'on appelle l'IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, a bien donné un nom à ces réactions, ça s'appelle des réactions de glycation, ou bien, on va le voir, des réactions aminocarbonyles. Bon, donc il faut changer, et pour ça, il faut quand même que j'explique, parce que ce que je vous dis là, vous n'êtes pas forcé de le croire, c'est ce qu'on appelle un argument d'autorité, donc en science, on ne fait pas ça. En science, on va chercher les textes essentiels, les publications, et on les discute et on les montre en détail, et c'est ça que je vais faire maintenant. Alors, je bascule maintenant sur, cette présentation que j'ai préparée, et donc qui s'intitule Les réactions de glycation ou réactions aminocarbonyles. On va voir en quoi c'est un peu différent. Et effectivement, ces réactions contribuent au brunissement des viandes qu'on grille. Elles n'en sont pas responsables. C'est une des contributions. Il y en a plein d'autres. Il y a la pyrolyse des protéines, il y a les oxydations, il y a la déshydratation intramoléculaire des exoses. Enfin, je ne dis pas ça pour épater la galerie avec des mots avec plus de 3 syllabes. Je dis simplement ça pour dire le brunissement des steaks. Il y a peut-être des réactions de glycation aminocarbonyles, mais il y a plein d'autres choses. Bon. Alors, en tout cas, ce qui est clair, c'est ne parlons plus de réaction de Maillard. C'est une erreur, c'est une faute même que j'ai faite et que j'invite à ne pas perpétuer. Alors, pour autant, une étude des publications scientifiques, des articles scientifiques qui ont le nom Maillard augmente de façon considérable. Et je me suis arrêté là en 2010 parce que je ne sais pas pourquoi, mais enfin, ça continue d'augmenter. Ça continue d'augmenter parce qu'on continue de découvrir des réactions particulières qui rentrent dans ce cadre, parce qu'on connaît mieux les mécanismes, enfin pour plein de raisons. Voilà. Alors, les articles scientifiques qu'on trouve, sont pleins d'incohérences. Alors, la première, les réactions de Maillard, donc ça n'existe pas, seraient complexes. Alors, complexe, en général, ça veut dire je ne comprends pas. Ça ne veut pas dire que c'est compliqué, ça veut dire complexe. Bon, passons. Alors, dans ces réactions, il y aurait les caramélisations. Alors là, certainement pas. La caramélisation, c'est le brunissement du saccharose, le sucre de table. C'est pas les réactions de Maillard, c'est des mécanismes très différents avec des réactifs très différents. Numéro 3. Des chimistes, Lin et Molting, auraient découvert ces réactions avant Maillard. Alors, on va voir plus loin que c'est complètement idiot et évidemment complètement faux.
Numéro 4, les réactions de Maillard s'effectueraient naturellement. Bon, alors ça veut rien dire. Dans les aliments, quand on les cuisine, quand on les prépare, par exemple, si on met un steak dans une poêle et qu'on chauffe, c'est pas une opération naturelle. Naturelle, ça veut dire qui n'a pas fait l'intervention d'un être humain. Or, quand on fait griller un steak, il y a un être humain qui s'appelle la cuisinière ou le cuisinier qui fait un procédé, et donc ça, c'est parfaitement artificiel. Je rappelle que dans le mot artificiel, il y a la racine du mot art. Alors, numéro 5. Les réactions de Maillard seraient une série de réactions. Il faudrait savoir, est-ce que c'est une réaction ou est-ce que c'est une série de réactions? Bon. Donc là, il y a quelque chose qui ne colle pas. Numéro 6. Réaction de Maillard, ça serait synonyme de réaction de brunissement non enzymatique. Bon. Eh ben non. Numéro 7. Les réactions de Maillard amélioreraient la qualité des aliments. Alors ben non, ça serait plutôt le contraire. En fait, elles améliorent rien du tout. D'abord, qu'est-ce que c'est que la qualité des aliments? Est-ce que c'est leur goût? Est-ce que c'est leur effet nutritionnel? Est-ce que c'est leur odeur? Est-ce que c'est leur saveur? Est-ce que c'est... Ouais, ça veut rien dire. Donc, le numéro 7, ça veut rien dire. Numéro 8. Alors, il y aurait des réactions de Maillard non enzymatiques. Ça, c'est idiot. C'est un pléonasme. Un pléonasme, c'est on dit deux fois la même chose. Parce qu'une réaction de Maillard, enfin, une réaction de glycation, c'est non enzymatique. Il n'y a pas d'enzymes qui interviennent dans cette affaire. Et finalement, elle serait fondée sur des sucres et des acides aminés. Alors, c'est pas juste, parce que d'abord, c'est plutôt des saccharides. Ensuite, c'est pas les saccharides, c'est des saccharides réducteurs. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et puis, c'est pas seulement des acides aminés, ça peut être des peptides ou des protéines. Donc, vous voyez, on voit que ce qui est dit dans la plupart des articles où il y a réaction de Maillard, c'est du baratin, c'est nul, et ça doit être réformé très rapidement. Alors, qui a découvert ces réactions? Bon. Alors, là, j'ai pris l'affiche d'un congrès Maillard, d'ailleurs, qui porte le nom fautif Réaction de Maillard dans les aliments. Et puis, celui-là, à cette époque-là, il disait que c'était Maillard. Mais l'année d'avant, il disait que c'était Lean Malting. Alors finalement, on n'en sait pas, on n'en sait plus rien. Et puis, le baratin qui est marqué à droite, il est complètement faux. Il contient en particulier plusieurs des erreurs que j'ai déjà discutées, donc j'y reviens pas. En revanche, les faits. Alors, les faits, c'est ça qui est important. Alors, le découvreur, c'est un pharmacien qui s'appelait Lucien Dusart, je ne sais pas comment on dit, donc né dans le nord de la France en 1831. On va voir que Maillard, lui, a étudié les réactions de glycation ou aminocarbonyle en 1911, donc ça fait quand même 80 ans après. Hein. Donc interne des hôpitaux de Paris, pharmacien, ouvre une pharmacie, et il a eu un interne, Léon Midi, qui a fait les laboratoires Midi, qui sont devenus des très grands laboratoires. Donc Lucien Dusart a fait ça, et la preuve, la voilà. Voilà la réclamation de priorité de Dusart dans les comptes rendus de l'Académie des sciences, avec le texte où Dusart, lui, dit, le texte publié donc en 1856 dans les archives de médecine, où il explique qu'il a découvert des réactions intéressantes avec du glucose, de l'ammoniac et des brunissements. Donc voilà, et puis une odeur de corne brûlée, et puis voilà. Et donc Dusart est celui qui a fait la découverte. Il a été suivi par Paul Schützenberger, et par Paul Thénard, mais c'est Dusart qui a fait la découverte. Donc si ces réactions doivent porter un nom, ça doit être des réactions de Dusart. Voilà. Alors, après Dusart, il y a eu un extraordinaire chimiste allemand qui a fui l'Allemagne pour aller en Italie, donc Hugo Schiff. Hugo Schiff était un personnage tout à fait extraordinaire, un grand amoureux de la chimie, comme je les aime. Et en gros, il a découvert que quand on fait réagir des aldéhydes, alors des aldéhydes, c'est des composés dont les molécules comportent on va dire un atome d'oxygène à une place particulière, avec des amines. Alors les amines, il y en a une, c'est la deuxième molécule à partir de la gauche. On voit à gauche H2N. C'est dans l'aniline. L'aniline est une amine. Le fait qu'il y ait H2N, on dit en général plutôt NH2, ça en fait donc une amine. Voilà.
Et donc, quand on fait réagir ça, ben, on a des réactions et qui s'accompagnent d'un brunissement. Bon. Alors, voilà Schiff, juste avant sa mort, quand il était professeur à Palerme, professeur de chimie à Palerme. C'était vraiment un chimiste très extraordinaire. À l'époque, les cours de chimie, c'était pas seulement de la théorie, il y avait de la théorie et de la pratique. Il y avait donc un préparateur qui préparait les expériences pour le professeur qui faisait les expériences. Parfois, c'était le préparateur qui les faisait. Voilà. Alors, donc, Schiff a exploré le mécanisme de la réaction et il a découvert que donc des saccharides réducteurs, disons les choses justes, et des amines forment ce qu'on appelle des bases de Schiff. Voilà, des bases de Schiff. Alors j'ai représenté la formule générale. Donc Schiff est donc celui qui a commencé à découvrir les mécanismes. Alors, en 1871, donc vous vous rappelez, 1856 pour Dussart, on arrive maintenant à peu près 20 ans plus tard, 15 ans plus tard. Donc Saxe, alors un Allemand, découvre la réaction entre le lactose et l'aniline. Alors le lactose est un saccharide, on va dire un sucre, c'est un disaccharide, et l'aniline c'est donc encore une amine. Hein. Donc il y a donc le même type de réaction, on est toujours dans la même chose. Hein. Donc là, on est bien avant Maillard, il n'était pas né à cette époque-là, donc on a déjà tout découvert en quelque sorte. Alors, ça tombe à une époque qui est une époque compliquée pour la chimie, parce que la France refusait d'accepter l'idée des atomes et des molécules. L'Europe tout entière, enfin disons le monde tout entier avait accepté ça, mais la France, elle disait il ne faut pas parler d'entités qu'on n'a pas isolées, et donc on n'a pas le droit de faire cette hypothèse. Mais à la même époque, des gens comme Van 't Hoff, que je cite ici, ils montraient les atomes dans les molécules, ils représentaient les angles de liaison. Et donc la France a pris, notamment à cause de Marcellin Berthelot, qui était professeur au Collège de France, qui était très influent et qui a eu une action tout à fait néfaste avec un personnage très imbu de sa personne que j'aime pas du tout, pour plein de raisons, mais c'est pas une question d'aimer ou d'aimer la personne, c'est de considérer qu'elle est honnête ou pas. Et moi, je pense pas que Marcellin Berthelot ait été honnête. Et il y en a beaucoup de preuves. Il y a un livre merveilleux de Jean-Jacques qui s'intitule Marcellin Berthelot, Autopsie d'un mythe. Le titre est parfaitement choisi et le livre démontre exactement pourquoi Berthelot a mis la France 50 ans en retard en chimie. Enfin, à l'époque, les chimies allemandes, elles, progressaient beaucoup. On a vu Schiff, on a vu Saxe, et maintenant on voit Emil Fischer. Alors Emil Fischer a été un des premiers prix Nobel de chimie, et donc en 1884, 1886, enfin il y a eu beaucoup de travaux. Donc il explore la réaction entre des saccharides et des composés aminés, des amines. Hein. Et là, il fait un énorme travail, donc il a tout trouvé, enfin beaucoup. Voilà. Alors je mets juste un extrait d'un article de 84 de Schiff. Donc c'est dans les Berichte Deutsche Chemical Gesellschaft, c'est-à-dire on va dire les comptes rendus de la Société allemande de chimie. C'est en allemand. Ah, alors ça c'est bien ennuyeux, c'est en allemand et donc personne l'a lu, enfin personne l'a lu, les Allemands l'ont lu mais les autres ils l'ont pas lu bien et ils n'ont pas vu tout ce qu'a fait Fischer en particulier. Aujourd'hui je ne connais pas beaucoup de gens qui vont dans les textes des Berichte et donc je ne connais pas beaucoup de gens qui ont vu tout ça. Bon. Alors moi je suis allé, je l'ai pris, j'ai les textes, je peux vous les donner si vous me les demandez. 88, donc juste après, Sorokin, encore dans le même journal allemand, donc publie la réaction entre le déglucose et l'aniline. Donc, la publication de la réaction est moins importante que l'étude de son mécanisme, et c'est ça dont il est question à l'époque. Bon. Puis arrive Otto Schmidberg, qui est un élève de Fischer, et lui qui découvre ce qu'il appelle les mélanoïdines. Alors voilà l'article, voilà le premier article où il est question de mélanoïdines. Ce sont des structures moléculaires qui donnent cette couleur brune lors des réactions de glycation ou aminocarbonyle. Voilà. Il appelle ça mélanoïdine parce qu'il y a un rapport avec la mélanine.
Mais c'est très particulier. Aujourd'hui, c'est très, 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 très étudié parce qu'on commence à comprendre la structure de ces objets. On voit que c'est fait à Strasbourg. Émile Fischer lui-même était à Strasbourg, hein, qui était à ce moment-là occupé par les Allemands. Aujourd'hui, c'est occupé par les Français, mais c'était en Alsace, donc le plus beau pays du monde. Et puis, 98, alors pourquoi je cite l'Aubry de Bruyn? C'est parce que, en réalité, il sera cité par Maillard lui-même. Et lui, il regarde, donc, il part de fructose, de défructose plus exactement, donc qui n'est pas le déglucose, qui est un autre sucre, et il obtient la déglucosamine. Voilà. Et puis, arrive 1908. Alors, 1908, c'est amusant parce que j'ai cherché l'article que les Anglais citaient tout le temps de Lin et Malting, et je ne l'ai pas trouvé. Alors d'abord, souvent c'était Lin, L-I-N, et puis finalement, j'ai trouvé un article de Ling, 1908, et le titre de cet article, c'est Malting. Malting, ça veut dire, c'est la fabrication du malt pour la bière. Et en fait, Ling était un brasseur. C'était pas un chimiste, il fait simplement une hypothèse, mais une hypothèse qui était facile à faire à l'époque, parce que on avait bien compris que le brunissement, c'était des réactions entre des saccharides réducteurs et des acides aminés. Et donc, il écrit, pendant la fabrication de la bière, quand la température est entre 120 et 150, il y a de l'odeur et de la couleur qui apparaissent, des acides aminés réagissent probablement avec des sucres. Voilà, c'est tout simple, mais il n'y a pas de génie de Ling, il n'a rien découvert, et en tout cas, Malting n'existe pas, enfin, pas en tant que scientifique. Donc, c'est tout à fait ahurissant de voir que les articles d'histoire de la chimie se sont recopiés, avec des erreurs aussi énormes. C'est ahurissant. Bon, alors passons. 1909, donc voilà l'hypothèse de Ling, hein, un brasseur. Bon. Alors, 1909, donc là, on est vraiment dans l'exploration des mécanismes. Alors, je n'ai représenté que les réactifs, le déglucose et la paratoluidine, qui est encore un composé aminé. Mais en réalité, ces gens ont bien exploré les mécanismes de la réaction. Émile Fischer a continué à étudier, 1912, et on arrive, 1911, j'en reviens un an en avant, parce que en réalité, Maillard a commencé à travailler sur ces questions en 1911, mais c'est en 1913 que paraît son gros texte. Alors, ce texte, ce document, c'est environ 380 pages, 380 pages. Bon. Donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui une revue ou une synthèse, donc qui prend tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Bon, Bon, et pourquoi il le fait? Alors voilà la tête de Louis-Camille Maillard dans 1878-1936. Donc vous vous rappelez, le début de l'histoire, c'est 1856, il n'était pas né. Il dit bien que ce qui l'intéresse, c'est de fabriquer des protéines. Alors à l'époque, on appelait ça des albuminoïdes, mais il voulait fabriquer des protéines. Et pour ça, il a pensé à cette réaction entre des acides aminés et puis, comme on disait, des sucres, on devrait dire des saccharides. Bon. Mais en vrai, il voulait faire des protéines, et il voulait le faire parce qu'à Nancy, il y avait Braconnot, Henri Braconnot, qui avait été un des premiers à explorer les acides aminés. Donc il y avait une espèce de tradition nancéenne de chimie sur ces questions. Bon. Braconnot était un génie. Alors, dans son texte, donc il dit honnêtement d'ailleurs tout ce qui s'est passé avant lui. Enfin, c'est une belle revue, 300 pages, il faut se les faire. Il a bien cherché, il a bien cité les gens, et il cite évidemment Émile Fischer ou Curtius ou d'autres. Mais ce qui est rigolo pour Fischer, il le cite, alors 91 fois. Ce qui est ahurissant dans une revue. Ça prouve bien que Fischer avait déjà fait une somme de travaux considérables, et en particulier, il avait synthétisé les protéines. En revanche, ce que voulait Maillard, c'est faire de la chimie un peu plus douce. Bon, il dit la méthode de Fischer a pour double caractère d'être indirecte et artificielle. Bon, et alors? Bon, alors, lui, il voulait faire plutôt comme la nature. Voilà. Bon. Alors, il continue, il cite Fischer, la méthode de Fischer, voilà.
Et puis, ce qui nous intéresse plus pour les réactions de glycation ou aminocarbonyle, c'est la quatrième partie. Donc on voit bien action des sucres sur les acides alpha-aminés, matière humique et mélanoïdique. Mélanoïdique, vous vous souvenez, les mélanoïdines de Schmidberg. Bon, et puis il fait donc réagir des choses, et puis il voit du brunissement, il voit des dégagements gazeux, mais enfin, on avait vu tout ça depuis très longtemps, puisque Lucien Dussart déjà avait découvert ça. Bon. Alors, à l'époque, on avait progressé du point de vue chimique. Alors, il représente les molécules pour essayer d'expliquer leur mécanisme. Alors ici, dans le cartouche de droite, on voit une boîte carrée, enfin rectangulaire pointillée qui entoure un O et un H2. Alors, dans le temps, on faisait la chimie, ce qu'on appelait au lasso. Donc, ce carré, c'est un lasso. Enfin, on entourait ça comme un lasso. Et on disait, bah, si je peux mettre un O et un H2, enfin, ou deux H, à ce moment-là, les molécules vont s'attacher, vont se condenser. Et donc, ça va faire une réaction. Bon, alors, c'est un peu faible, mais ça, je vais pas le critiquer Maillard là-dessus, parce que, dans le fond, à l'époque, c'était déjà pas mal. Et donc, ça va, c'est bien. Et Maillard a été honnête. Hein, je maintiens qu'il a fait honnêtement son travail, et il a fait honnêtement sa synthèse. Bon. Alors, en revanche, les mécanismes ne sont pas de lui. Il faut attendre 1925 à peu près pour que Mario Amadori identifie un mécanisme à peu près correct. Alors, souvent, on cite Amadori et Haynes, H-E-Y-N-S. Il y a des gens qui mettent un M. Non, il n'y a pas de M, c'est un N. Et évidemment, j'ai cherché les publications. Je l'ai trouvé, il s'appelait Kurt Haynes. Et il n'a pas travaillé tout seul. Alors ça, c'est amusant, on cite toujours Haynes, mais pas ses collègues, alors qu'ils ont fait le boulot. Hein. Alors, et finalement, en 1953, il y a Hodge, un Américain, qui reprend un peu tout ça et qui fait un schéma général des réactions de glycation, des réactions aminocarbonyles. Il appelle ça Maillard, mais en réalité, dans son texte, il dit aminocarbonyle et il a raison. Alors, je reviens maintenant sur les réactions de brunissement. Donc, on a beaucoup travaillé depuis, on a découvert des tas de choses, on a découvert d'autres réactions qui brunissent. J'ai parlé de la pyrolyse, j'ai pas parlé de la thermolyse, j'ai parlé de la déshydratation intramoléculaire des exoses, j'ai parlé de l'oxydation, et puis il y en a d'autres, les dégradations de Strecker, etc. Il y en a plein. Bon. Alors maintenant, l'IUPAC. Alors l'IUPAC, c'est International Union of Pure and Applied Chemistry. Donc c'est un groupe international de chimistes qui se réunit très fréquemment pour définir les mots en chimie. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que par exemple, prenons le mot chlorophylle. Le mot chlorophylle a été introduit par deux chimistes français, Caventou et Pelletier, pour désigner en gros le ver d'épinard, ce que les cuisiniers appellent le ver d'épinard. On prend des épinards, on le chauffe doucement, il y a une matière verte qui sert de colorant. Bon. Et donc ils ont dit c'est la chlorophylle. Ben non, on a découvert que cette matière était faite de plusieurs composés différents et aujourd'hui on parle des chlorophylles. Donc ça a été défini réglementairement, internationalement par l'IUPAC. Bon. Et alors les réactions de glycation sont des réactions de glycation. Voilà l'IUPAC. Ça, c'est glycation des protéines. Alors pour les peptides et les acides aminés, donc des molécules plus petites, ben on dit des réactions aminocarbonyles. Alors, il faut évidemment changer le nom de l'International Maillard Reaction Society, ça ne va pas du tout. Là, j'ai montré une image de leur réunion à Nancy pour célébrer Maillard, mais il ne faut pas appeler ça IMARS, ça n'a pas de sens. Il faut appeler ça International Glycation Reaction Society ou bien International Aminocarbonyl Reaction Society. Il va falloir changer ça très vite. Bon. Est-ce qu'on peut parler de produits de Maillard pour les produits de ces réactions? Ben non, puisque c'est pas ça. Conclusion, on ne va pas parler de réaction de Maillard, on arrête de parler de réaction de Maillard, on parlera de réaction de glycation ou de réaction aminocarbonyle selon les recommandations du PAC. Et voilà, alors je suis désolé, Hermès parlant à Bacchus, le dieu de la chimie parlant au dieu du bien manger, ils sont venus devant mon email que je donnais, hervé.tis@agroparitech.fr. Si vous avez des questions, je répondrai bien volontiers.